Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S604 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 6 avril 2023. Cette émission est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes de retour avec le photographe David Regondo pour cette grande masterclass sur la photo de sport. Alors, la photo de sport, c'est vraiment une photographie populaire, qui plaît et qui touche beaucoup de monde. On la retrouve absolument partout. Dans la presse, sur les réseaux, dans les publicités, dans des livres, on en a parlé, parfois même dans des expositions, des festivals. C'est une photo qui motive, qui peut inspirer et qui, la plupart du temps, fait beaucoup rêver. David, pour commencer, peut-être première question, ce serait quoi ta définition d'une bonne photo de sport? Ah bah, c'est compliqué, hein. Mais c'est une bonne photo de sport, c'est le sujet, c'est le lieu, c'est la date, c'est très, très difficile à vraiment à dire parce que c'est un peu, est-ce que c'est une news? Est-ce que c'est artistique? Est-ce que c'est très c'est je vais pas pouvoir vous le dire ce que c'est la vraie bonne photo de sport. S'il y a un temps bien donné, est-ce que c'est, Heu, je sais franchement, là, c'est une colle, une Ou à colle, quel une moment colle. tu sens que tu tiens la photo? Est-ce que ça peut être au moment où tu la prends, vraiment où tu déclenches, tu regardes tout de suite sur ton boîtier, tu l'as, ou t'attends d'être derrière un ordinateur et de te dire: «Là, j'ai la bonne photo»? Non, alors la bonne photo, je le sais tout de suite, hein. On le sait tout de suite. Alors après, ça dépend ce qu'on appelle la bonne photo. Est-ce que c'est la bonne photo d'une course? La bonne photo de ces 10 dernières années? La bonne photo qui c'est compliqué, quoi. Non, tu sais Ouais. peut-être que tu tiens la bonne photo pour un livre, par Oui, exemple. alors tout à fait, oui. Alors après effectivement, alors moi j'appellerais pas ça une bonne photo, j'appellerais ça, bon, la photo qui est bien du moment, du Mmh. moment présent. À partir de là, effectivement, quand moi je vais sur une épreuve, je vais rech il y a des choses que je vais rechercher, je vais essayer tout pour qu'elle soit, je dirais, correctement, je dirais, exposé. Bon, ça, c'est pas très compliqué, mais voilà, qui est quelque chose qui transpire dans cette image et qui fasse parler, quoi. Voilà. Et ce qui est intéressant finalement avec cette pratique de la photo de sport, c'est que ça couvre plusieurs champs photographiques. Alors on a l'action en elle-même évidemment, mais c'est pas que ça la photo de sport, c'est aussi des portraits, c'est aussi des ambiances, c'est aussi des reportages, non? Oui, oui, tout à fait. Alors, tout à fait. C'est sûr que, sur une compétition sportive, bah, il y a je dirais le sport en lui-même et après il y a tout autour, quoi. Il y a les fans, il y a le sportif qui va se concentrer, dans son coin avant de monter sur sa moto. Alors bon, c'est la moto, hein, pour moi. Il va y avoir l'action aussi, l'action, la belle action, je dirais comment on appelle ça? D'aller chercher, parce que dans ma catégorie à moi, qui est la photo de moto, c'est sûr que c'est compliqué, sur une photo d'action de voir d'où on voit pas la transpiration, Bah, mais comment l tu montes de l'émotion avec l'ém un casque, quoi? voilà, c'est Ouais, ouais, ça c'est exactement ça, sûr c'est que ouais. exactement ça et bah, on peut. On peut par le cadrage et surtout par l'action en elle-même, en Mmh. fin de compte. Alors après, il faut être un peu initié, hein, naturellement, hein, parce que c'est sûr qu'une photo d'action de moto, ça se ressemble un peu toutes et bah, pour les initiés, elles se ressemblent pas toutes. Mmh. On peut voir l'effort du motard sur la moto. On peut voilà et c'est ça qu'il Tu vois faut. comment ça? La position des mains, du genou, de Exactement, exactement, de la force qu'il peut mettre dans le passage, dans un virage, par exemple et ça c'est on peut le montrer en photo, quoi. Ça, Mmh. c'est vraiment important, quoi et c'est surtout important de le faire, ça. Mmh. Selon toi, pourquoi la photo de sport finalement elle est si populaire auprès du public? Bah, je pense que, bah, déjà, le sportif en lui-même est populaire. Donc voilà, on se un footballeur, il est voilà, un footballeur, Mbappé, bah, il est populaire, hein. Donc à partir de là, essayer de je pense que c'est le fait de l'approcher et un peu quand on le photographie, on prend un peu d'image de lui. On est des fans, quoi.
On est des fans. Alors, nous, professionnels, on a une certaine retenue par rapport au sujet photographié. Mais c'est sûr que, bah, voilà, on cristallise un moment qu'on fait une photo d'un sportif qu'on aime depuis des années, qu'on regarde à la télévision, et là, on l'approche, on l'immortalise sur un cliché, quoi. C'est ça, je pense que la vraie, mais ça, c'est aussi dans le cinéma, je pense que c'est la même chose dans le cinéma, mais comment on appelle ça, le fait d'avoir un instant avec lui, on s'approprie un instant. Et on s'est dit, bon, on a capturé quelque chose que, je dirais, personne n'a, même s'il y a beaucoup de photos de ce sportif-là, voilà, il y a comment on appelle ça, une relation avec le sujet photographié, quoi. Mais c'est différent en moto parce que c'est une dimension plus spectaculaire qu'on peut atteindre d'ailleurs, mais il y a quand même plus de distance finalement. Là, tu parles de Mbappé, on peut être au bord du terrain, à un moment, on peut le croiser au bord de la pelouse. En moto, tu es souvent un peu loin de l'action. Et tu dois anticiper un maximum et puis Non, mais pas choper du le tout. spectaculaire, non? Alors oui, bien sûr, on est loin pour faire les photos d'action, mais dans le paddock, par exemple, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, quand je vais sur une course de moto, une course de voiture, c'est exactement la même chose, hein. C'est que, bah, il y a un paddock. Ok, on arrive sur le paddock, on côtoie le sportif, hein, donc le pilote. Bon, Le paddock, c'est la zone un peu, c'est quoi? C'est les stands? alors voilà, C'est là c'est où tout ça. le monde se mélange? Le paddock, vous avez le paddock, et donc il y a des stands, et vous avez une pit lane où là, les motos partent pour aller sur la piste. Et à partir de là, les photographes professionnels comme moi, on a accès, et nous, on voit les pilotes, avec leur casque, sans leur casque. On leur voit discuter avec leurs mécaniciens. Et donc, il y a une proximité avec eux. Alors, plus ou moins, suivant les pilotes, ou des fois, on a accès à l'intérieur du stand, ou des fois, c'est interdit d'aller dans le stand. Alors, en MotoGP, qui est le summum de la moto, c'est plutôt interdit d'aller dans les stands. Maintenant, moi, j'ai des accès, je peux rentrer dans certains stands, dans d'autres, non. Le parrain de la photo de moto. Non, le parrain, faut rien exagérer. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une proximité, et à partir de là, effectivement, quand ils se mettent sur la piste pour faire leur séance chrono, bah là, effectivement, il y a une distance, je dirais, de sécurité, tout simplement, quoi. Comme en Formule 1, comme dans beaucoup de sports, quoi. Il y a un truc qui est cool quand même avec la photo de sport de moto Mm. ou de voiture, enfin de sport motorisé, d'une manière générale, les courses, j'entends, contrairement à d'autres sports, c'est que vous avez la chance, vous, en tant que photographe, d'avoir accès à quelque chose qui est répétitif. Donc si jamais vous vous foirez sur le premier tour ou sur le deuxième, il y a encore d'autres opportunités pour pouvoir saisir une action. Non, pas du tout. Ah bon? Bah non. Bah, si tu as un départ et tu as un crash au Oui, départ, non, mais ok, mais tu as les principaux concurrents qui, justement, j'imagine plutôt le côté adrénaline, mais peut-être c'est intéressant, tu vois, les points de vue quand on connaît pas très bien ces sports-là, les sports mécaniques. alors explique-nous pourquoi. Il doit y avoir une sacrée Bah adrénaline non, dès parce le que départ, hein. alors dans un reportage photographique de sport mécanique, bon, il y a plusieurs phases. Il y a la course, effectivement, Ouais. qui là, bah voilà, on n'a pas. Il y a une bagarre entre deux pilotes. Elle va durer peut-être, si on a la chance qu'elle dure pendant 5 tours, bah c'est très bien. On a 5 fois de chance de faire des photos. Mais si elle dure un tour, ou même juste un seul virage, et qu'on n'est pas au bon virage, bah là, on va pas leur demander de refaire un autre tour pour se bagarrer. Après, voilà, c'est ça. Ça veut dire que tu connais les virages où il y a un dépassement possible, déjà, par Ah, mais exemple. bien sûr, Parce mais bien qu'il sûr. y a des dépassements parfois tout à fait. impossibles. Donc, Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est sûr que par rapport à la Formule 1, la moto se dépasse, physiquement, c'est beaucoup plus facile pour se déplacer. Maintenant, effectivement, je revenais à ce que tu disais, que si on se loupe sur un virage, on peut recommencer. Ça peut effectivement se jouer sur des essais qualifs où effectivement, il passe en boucle devant. Alors, il y a aussi on en parlait aussi tout à l'heure, c'est l'attitude du motard, du pilote sur la moto. Et c'est là toute la difficulté, c'est d'avoir une photo qui donne envie. On peut imaginer, je dirais, le regard sous le casque, avec l'énergie qu'il peut mettre dans un essai chrono, par exemple. Et ça, il faut que ça transpire. Je parle beaucoup de transpiration, mais Non, mais ça on comprend ce que tu dis. voilà, c'est dans l'action. Dans l'action, on le sent. Une moto qui passe comme ça, bêtement sur le circuit, bon, voilà, on fait une photo, elle est belle, elle est bien cadrée, mais on ressent rien, quoi. Par contre, beaucoup d'angles, le coude qui va frotter par terre, le regard le regard qu'on peut imaginer très lointain, ou vraiment là c'est beau, là, ça c'est beau.
Là, tout à l'heure, tu parlais de Mbappé en football. Il y a des joueurs qui ont des conduites de balle très particulières. Zidane on le reconnaissait de très loin. Est-ce qu'il y a des pilotes qui ont des attitudes, du coup, aussi, qui leur sont propres, des Ah, mais bien, positions de corps Et ah, des mais attitudes photogéniques. mais carrément, Ouais. mais carrément, justement. C'est-à-dire que quand vous vous mettez sur une moto, que ça soit un pilote, professionnel de Grand Prix ou même, lambda, chacun a sa position sur la moto il y a des pilotes qui sont photogéniques, mais c'est incroyable, comme Marc Marquez, par exemple, Mhm. l'Espagnol, qui a été, 8 fois champion du monde. Il a une position sur la moto, mais c'est juste incroyable. Il a un angle hallucinant et c'est un vrai plaisir de faire des photos de ce pilote-là parce que, Quand tu dis angle, tu veux dire l'angle auquel il se couche oui, pour faire un exactement, virage, c'est dans un ça? virage où, Ouais. en fin de compte, c'est le bout du guidon le plus près Du sol. du sol, quoi, voilà. Ah ouais. Et il y a dans certains virages, dans certains circuits et sur certains circuits, le guidon, il est à 10 centimètres du sol. Mhm. Alors, en photo de moto, comme dans d'autres sports, hein, évidemment, l'une des clés de la réussite d'un cliché, c'est l'anticipation de l'action. On vous propose d'écouter le témoignage de la photographe Corinne Dubreuil, qui, elle, est spécialisée dans le tennis. Elle nous explique pourquoi il est primordial, et on l'a déjà un peu ressenti dans la manière dont tu parles de ton sport, il est primordial de bien comprendre et connaître le sport pour bien réussir à le photographier. Pour moi, c'est la base. Si vraiment tu veux photographier, correctement et sortir des images différentes de celles qu'on peut voir, un peu partout, il faut connaître parfaitement le sport, parfaitement les sportifs que tu photographies et savoir anticiper ce qui va se passer, que ce soit dans un moment, d'euphorie ou inversement dans un moment un peu, de détresse pour, certains joueurs. Savoir, où tu dois aller par rapport, tu sais, en tennis, comme dans pas mal de sports, mais en sport individuel, c'est beaucoup plus présent. Les joueurs ont des box avec leur famille, leur coach, etc. Et allez, 99 fois sur 100, j'exagère peut-être, il va se retourner vers cette box et avoir des émotions de joie, de détresse, etc. Et cet endroit-là, être dans cet axe entre le joueur et être derrière la loge, pour moi, c'est un endroit à ne jamais négliger et si tu peux être par là, c'est pas mal. Je pense que tu captes vraiment les bonnes émotions. Voilà, ça c'est pour moi, c'est la base et évidemment connaître le sport, c'est-à-dire les règles du sport. Tu sais, des fois, tu vois des gens débarquer, ils savent pas qu'à 3 jeux, tu rentres sur le terrain et après c'est tous les 2 jeux. Enfin bon bref, connaître les règles et connaître le sport et les sportifs, c'est la base. Donc l'émotion, je t'ai un peu dit, je vais privilégier un peu, être dans l'axe du joueur par rapport à son clan et pour l'action, c'est un peu différent. Je vais utiliser, au mieux, mon environnement, c'est-à-dire le stade dans lequel je vais être. Tu imagines qu'en sport comme dans toute autre, discipline, les stades ne se ressemblent pas forcément, mais en gros, tu as un court de tennis avec des gradins et puis tu peux monter en hauteur, tu peux être au ras du sol et cetera. Et donc, moi, j'aime bien la lumière, j'aime bien les ombres, j'aime bien les contre-jours, tout ça. Donc, selon ce que je vais vouloir faire ou selon le moment du match, je vais bouger comme ça dans le stade et jamais dans un match, je reste au même endroit. Là, je te parle des matchs un peu importants, pas quand tu dois faire 25 matchs dans une journée, mais quand tu approches, tu vois, des quarts de finale ou ce genre de match un peu long où tu as plus de temps, où tu peux rester plus longtemps et varier les images. Par exemple, sur une balle de match, selon le joueur, selon ses habitudes aussi de joie, de célébration, je vais anticiper, me dire, tiens, bah, lui, je sais qu'il va peut-être s'écrouler, ou il va se mettre à genoux, ou il va prendre sa tête entre ses mains. Donc tout ça, je vais essayer de l'anticiper et je vais aussi me positionner par rapport à ça. Et la lumière, qui est d'une importance presque aussi importante que le joueur lui-même. Donc voilà, on joue avec le stade, les joueurs, la lumière. C'est tout tas d'éléments qui font l'harmonie d'une photo. Bon, bah, elle raconte beaucoup de choses, hein, Corinne, dans son témoignage. La clé, David, hein, pour le sport, c'est la lecture de la scène et l'anticipation des choses. Ah mais tout à fait, il y a rien à dire d'autre, c'est exactement ça. Sauf que bon, nous, on est peut-être il y a peut-être pas
le même axe, mais c'est exactement ça. C'est que voilà, le victoire d'un pilote, bah, faut l'anticiper, il faut savoir où il va passer, il faut savoir où est-ce il va aller rejoindre ses proches, et justement pour fêter sa victoire. Alors, c'est un peu facile pour nous parce que nous, on connaît déjà ce qui va se passer. Donc, et puis on connaît souvent, des fois, on connaît un peu la famille, des fois, aussi. C'est souvent ça. Surtout pour les pilotes français. Les pilotes un peu étrangers, on connaît un peu moins. Mais pour nos deux champions français qui sont Fabio Quartararo et Johan Zarco, bon, on connaît un peu la famille, hein, on connaît les proches. Et donc, à partir de là, s'il y a une course où ils sont je dirais, en bonne place avec un bon résultat, ils vont aller d'office voir ces gens-là, leur équipe. Donc effectivement, comme disait la photographe, là, bah, on anticipe, on regarde la lumière, on prépare les objectifs, le grand angle, le télé, et on va le voir, quoi, tout Et simplement. dans son témoignage, Corinne Dubreuil, elle parle aussi de gens qui n'ont pas forcément les codes, qui débarquent parfois sur des événements et qui ne sont pas rompus aux codes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas forcément le sport, ils ne connaissent pas forcément les consignes données aux photographes. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Est-ce que vous êtes beaucoup d'ailleurs sur les événements? Vous êtes nombreux en tant Voilà. que photographe accrédité? Là, on part dans un autre domaine. On part dans un autre domaine. Effectivement, faut connaître les codes, hein. Alors après, ça s'apprend les codes, hein, ça s'apprend. Maintenant, c'est sûr qu'avec avec le nombre de gens, parce que comme on disait, c'est que c'est quand même c'est une photo, c'est de la photo quand même qui est populaire. Donc les gens aiment bien venir des amateurs, je dirais des amateurs avertis, viennent sur les courses, ont droit. Comment ils font, je sais pas, mais en tous les cas, ils ont le droit de venir sur les événements. En tennis ou dans d'autres sports, je sais pas comment ça marche, mais en moto, ils, ils arrivent à avoir des accréditations. Comment? Je ne sais pas et je veux pas le savoir, mais effectivement, on se retrouve des fois avec des photographes amateurs qui ont pas les codes et qui nous gênent un petit peu, quoi. Ça joue des coudes un peu, comme en photo de Ah concert mais énormément, énormément. Alors après, ce qui s'est passé, c'est avec le confinement, bah, tout est arrêté du jour au lendemain, quasiment dans le monde entier. Donc, là, on repart sur des bases et effectivement, on se retrouve quand même sur les courses dans ma catégorie, dans mon milieu, avec quand même beaucoup de professionnels. Il y a moins d'amateurs. Maintenant, les amateurs, moi, je crache pas sur les amateurs parce que déjà, c'est eux qui nous font rire un peu, surtout. Et puis, il y a des amateurs qui sont très, très bons. Il y a des amateurs qui sont même mieux que des professionnels. Ils ont pas le statut de professionnel, mais il y a des amateurs qui savent respecter, les professionnels, qui font des photos, juste magnifiques. Mais bon, voilà, après, les codes, bah, ils les apprennent au fur et à mesure, mais ils entravent pas notre travail, quoi. David, il y a une question que moi je me suis un peu toujours posée. Toi, en tant que photographe professionnel, quand tu veux photographier une action, alors on parlait de virage un peu tout à l'heure, est-ce que tu suis le sujet avec ton viseur ou tu vises directement l'endroit où la scène va arriver parce que tu sais que ça va arriver là? Alors, je dirais qu'avec, bon, moi, je suis un ancien photographe, hein, donc j'ai connu la photo avec le manuel. J'ai pas connu, j'ai commencé la photo avec, la mise au point manuelle. Alors ce que tu disais, c'est qu'effectivement, à l'époque, avec des grands téléobjectifs en manuel et il y avait pas d'autofocus, on faisait un point sur un endroit sur la piste et on attendait que la moto passe pour avoir la moto nette. Aujourd'hui, ce qui est complètement avec l'autofocus, on suit. Donc non, non, je vais, alors je sais que ça à un endroit bien précis, c'est là que l'action va être je dirais la plus photogénique. Mmh. Maintenant, je vais suivre, Ok. je vais suivre le sujet avec l'autofocus et appuyer, je dirais, juste un peu avant et relâcher le bouton un peu après pour avoir vraiment comment on appelle ça, le point net sur le pilote, quoi. Et tu parlais tout à l'heure, tu à la fois tu prépares tes optiques grand angle, tes télés, donc ça veut dire que tu as tout le temps les 2 en même temps Tout à avec fait. toi? Et tu varies les cadrages sur une même scène ou enfin tu jongles entre l'un et l'autre en permanence ou Oui, oui, bah, je jongle. Alors, même, on pourrait dire, même sur la piste, bah, c'est à 95 c'est du téléobjectif, hein. On part du 500-600 millimètres. OK? À partir de là, il peut y avoir j'ai toujours un grand angle dans ma veste, un 200 millimètres, par exemple et puis suivant
suivant les nuages, par exemple, je peux utiliser une action avec un peu plus large, avec où on voit je dirais entre parenthèses le paysage. Mais voilà, s'il y a une lumière, une belle lumière, je peux passer d'un objectif à l'autre. Et du coup, quand tu photographies, est-ce que tu es de la team? Parce que moi, j'ai des images de photos de moto, en tête, des images mentales avec, des cadrages hyper précis, gros plan sur la moto en plein virage. Ça, c'est à la prise de vue, ou quand tu photographies sur le terrain, tu te laisses une petite marge de sécu au niveau de la focale pour pouvoir, recadrer pile poil comme tu veux en post-prod? Alors, bah, encore une fois, moi je viens de l'argentique, OK? Donc l'argentique, on cadrait pas trop, on faisait des diapos, il fallait que ça soit, faut que ça soit bien cadré, assez relativement serré, donc à partir de là, j'ai conservé ce mode de cadrage. Maintenant, je dis pas que je recadre pas mes photos, je recadre mes photos, mais j'ai quand même je dirais, ce focus sur la photo bien cadrée où il y a Dès le pas départ. voilà, dès le départ, pas trop devant, pas trop derrière, que ça soit et puis suivant aussi la le mon ma mes commandes, une photo recadrée, c'est moins de pixels, c'est moins de je dirais, voilà, on recadre, c'est moins de définition, alors que quand c'est bien cadré, on a le maximum de définition dans l'image, quoi, tout simplement. Et est-ce que c'est parfois parce que tu dois fournir l'image très vite aussi, qu'elle soit directement Ah mais exploitable tout en JPEG ou... mais exactement. Alors moi, justement, en parlant de ça, JPEG RAW, moi, j'utilise que le JPEG parce que, voilà, sur les courses, sur une course, par exemple, la semaine prochaine, je vais sur les 24 heures du Mans. Alors on a une équipe de 4, on est 2 photographes et 2 rédacteurs. On va être entre 30 et 35 000 photos dans la semaine. Ah ouais, OK. Donc le RAW, je vous fais pas un dessin. Il faudrait que j'ai vraiment des disques durs énormes. Donc tu Heu, doubles jamais avec des RAW ah non, pas du OK. tout, pas du Ah tout, ouais. pas du tout. J'utilise que le JPEG. Alors après, je peux utiliser le RAW si vraiment j'ai un shooting vraiment bien spécifique où voilà, je vais faire 4 ou 5 photos pour une pub où là Oui, effectivement mais c'est autre chose, c'est un autre exercice, ça. c'est un autre Ouais, ouais. exercice, mais toujours dans la moto, hein, parce que je peux faire des publicités comme ça, mais effectivement, mais sinon je travaille à 99,9 en JPEG. OK. Bon allez, on va rentrer un peu dans le concret et on va parler un petit peu matos, et on va naturellement commencer par le boîtier. Alors évidemment, hein, pour la photographie de sport, il y a un certain nombre de caractéristiques et fonctions, hein, à prendre en compte au moment du choix de son appareil. Quand on parle sport, on pense naturellement à la rafale, à l'autofocus, on l'a déjà évoqué, et en fait sur ces 2 points, la révolution des appareils hybrides a permis de développer de nouvelles fonctions très efficaces pour le sport, mais pas que. On écoute Jackie Carré de Canon France nous expliquer pourquoi. Alors, il y a plusieurs choses, hein, sur les hybrides. C'est vraiment un changement fondamental, hein. La première chose, c'est d'abord la visée électronique quand même, parce que pour un photographe de sport, par le passé, il utilisait un réflexe et lors de ses déplacements, il pouvait changer un peu les réglages et donc derrière, il avait parfois du déchet à la prise de vue en changeant de spot de photographie. La deuxième chose très importante, c'est les cadences de prise de vue, hyper élevées. Avant, il fallait vraiment un DX qui était à 14 voire 16 images sur le dernier, et maintenant sur un R3, on est à 30 images par seconde et ça fait la différence. Avec l'obturation électronique, c'est juste un balayage du capteur. En plus, maintenant avec capteur rétroéclairé empilé, donc on a une vitesse de lecture ultra rapide sans distorsion et on peut augmenter les vitesses de prise de vue et de rafale à 30 images par seconde ou 40 images par seconde sur le R6, par exemple, Mark II. Et ça, c'est lié donc à la mécanique qui n'est plus présente et également aux puissances de calcul des digiques et des processeurs. Typiquement pour les sports comme le tennis, ce qui est important pour eux, c'est d'avoir la balle toujours avec le joueur. Sur un DX, par exemple, ils avaient souvent une ou deux photos. Sur un R3, ils vont avoir 4, 5, 6 photos qui seront exploitables, qui va lui permettre de faire la différence et d'aller faire la photo qu'il n'a pas pu faire. Et puis, bien sûr, la troisième chose très, très importante et qui change également la donne pour le photographe de sport, c'est la qualité de l'autofocus. Ça, c'est une grosse différence. Sur un réflexe, on avait quand même beaucoup de collimateurs, mais on était relativement limité. En plus, comme le central était souvent plus rapide, plus sensible, il était souvent encore sur le central, le photographe. Là, avec l'hybride, il pose sa zone AF sur le R3, par exemple, et il va suivre sur toute la surface de l'image. Donc, ça fait vraiment toute la différence.
quand on a une action, quel que soit le sport, il va pouvoir le suivre sur toute la surface de l'image. Tous les photographes que je croise, ils reviendront plus en arrière sur du réflexe. C'est vraiment un changement total de fonctionnement et ça apporte vraiment des nouveautés, mais qui changent la donne. C'est pas juste une petite technologie qui évolue, c'est un changement radical entre deux mondes qui diffèrent, quoi. David, toi, tu bosses au R3, tu viens de l'un des X. C'est vraiment une révolution, l'hybride, pour toi, dans ta pratique de la photo de sport? Alors, une révolution, je dirais peut-être oui, il y a énormément de changements. Il y a vraiment révolution, je dirais pas une révolution parce que ça reste un capteur numérique, hein, voilà, c'est un capteur digital avec. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des fonctionnalités, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, bah, comme parlait le monsieur de chez Canon, hein, bah, voilà, on a des informations dans le viseur qu'on n'avait pas avant, donc ça, c'est extraordinaire. Moi, par exemple, j'arrive à sélectionner déjà mes photos, avant de les télécharger sur mon ordinateur, OK? Ça c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que ce que tu vois et ce que tu obtiens, Voilà. comme on dit, hein, avec E la visée électronique. Exactement et puis c'est surtout que bon, on peut voir si la photo est nette, OK? Donc si la photo est nette, si la photo je dirais qu'elle est intéressante, donc à partir de là, on peut déjà voir ce qui n'était pas le cas avant, donc ça c'est un gain de temps énorme. À partir de là, bah, quand vous faites une sélection de photos, bah, justement comme j'en parlais tout à l'heure aussi, c'est que, bah, vous faites une rafale, beh, dans la rafale, vous allez garder une ou 2 photos, hein et avec le nombre de photos que moi je fais dans un week-end, bah, faire déjà une présélection, dans le viseur, Et dis-nous pour nous mettre le tournis là un peu là, combien tu fais de photos par week-end sur un événement? bah, ça dépend. C'est une grosse épreuve, on est en 35 000. Parce que tu disais pour les 24 heures, ça va être un gros week-end. 35 000, c'est énorme, hein, Ah bah, déjà. c'est énorme, hein, c'est énorme. C'est énorme et il faut savoir que moi j'ai, bah, parce que ça fait partie de mon travail, toutes les photos sont triées et sélectionnées. Oui, tu Heu, les à tags. Enfin, à son comment à son tu fais d'ailleurs? Tu as un mémo vocal, Non, non, pas du tout. Bah, après, les gens, je les connais. Après, Mmh. les pilotes, je les connais, les teams, je les connais. Bah, après, c'est des courses d'endurance. Donc, à partir de là, les courses d'endurance, il y a beaucoup de participants. On est entre 50 et 55 teams. Moi, en tant que photographe officiel du championnat, je dois avoir tous les pilotes. Et sur une course d'endurance, du fait qu'il y a un team avec 3 pilotes, bah, on multiplie bah, les photos par 3 à chaque fois. Donc, il y a beaucoup de photos et le gros problème, je dirais le gros problème, c'est pas un gros problème, mais justement, c'est tout l'inverse d'un gros problème, mais avec mon boîtier, bah, tout est net. Oui, mais ça devient Ça devient un ça problème, devient un ça devient un problème. sujet, Bah, ouais. très clairement, c'est, où est la faille? Non, par contre, on parle du boîtier, on est sur du plein format. On avait tendance à penser encore il y a quelques années au moment du numérique, que, le format le plus évident en sport, c'était la PSC qui, induisait un recadré qui permettait d'aller voir, plus loin. À l'époque, les 7D, chez Canon, aujourd'hui un R7 éventuellement. Pourquoi le choix du plein format en ce qui te concerne? Bah, parce que déjà, on peut recadrer un peu dedans, comme on parlait. Et puis alors, qu'on soit bien d'accord, je suis pas un super, super technicien. Mmh. OK? Moi, quand j'achète un boîtier, bah, j'achète le boîtier pro, hein, parce que fiabilité, parce que tropicalisation, parce que voilà, c'est quand même du matériel qui C'est un souffre. outil de travail, quoi. Voilà, c'est un outil de travail, c'est un boîtier qui souffre, physiquement parce que, bah, il prend des billes partout, hein, et effectivement tous je dirais entre le plein format et ce que vous appelez La La PSC. PSC. la honnêtement, je connais même pas. Ouais, toi, ce qui D'accord. t'importe, c'est qu'il a un monobloc, quoi. C'est exactement ça, Ouais. c'est exactement ça. À partir de là, voilà, je travaille avec les outils que Canon me fournit et à partir de là, voilà, c'est Ouais. un plat format, quoi. Non, mais que ça ça confirme la soit tendance ouais. que les pros sont souvent moins geeks que Mais nous c'est autres. ça, Ah mais quoi. tout à fait, C'est tout des à fait. outils, il faut que ça soit fiable, il faut que ça marche et il faut que ça marche tout le temps, quoi. Exact et alors juste une petite parenthèse, c'est qu'effectivement avant l'hybride, moi j'allais au magasin, hein, je prenais un boîtier, il fallait que ça marche tout de suite. OK? Je rentrais pas, je rentrais un peu dans les menus, mais pas tellement. Mais, avec l'arrivée de l'hybride, Canon m'a suggéré de dire: «David, rentre dans le boîtier, regarde ce que tu peux Ouvre le faire, mode d'emploi. ouvre le mode Ça vaut le d'emploi, coup. regarde un peu, on est là pour t'aider». Donc j'ai dit: «Heureusement que vous êtes là pour m'aider parce que moi, voilà, je suis
une chèvre, une chèvre au niveau réglage. Et en fin de compte, avec, avec les R5, je crois que c'est les R5, hein, le R5, j'ai commencé avec le R5 parce que je savais que de toute façon, le réflexe allait pas disparaître, c'est pas Oh. dire disparaître, mais Bah bon, si, quand même. voilà, un peu. Petit à petit. Et donc, je me suis tout de suite mis à l'hybride et j'ai tout de suite pivoté en fin de compte. Ok, ouais. J'ai pas Ouais, utilisé. t'as pas tâtonné, J'ai pas t'y tonné. allé. Ouais. Et en fin de compte, je savais très bien que le R3 allait sortir. Un boîtier, je dirais monobloc, comme vous dites. Et puis il y Un a autre chose qui risque d'arriver. Oh, aussi, voilà, hein. il y a des choses qui vont arriver. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, tout de suite, aller dans un. Dès que Canon a sorti le R5, me dire, bon, voilà, je vais m'habituer à, Ouais, le justement, plus vite possible le à plus cette vite technologie. pour Ouais, pouvoir être bon sur le R3. bien sûr. Et et quand j'ai vu je dirais, les réglages, alors ça a été difficile au début, hein, je vous cache pas que ça a été difficile au début, avec un petit peu de dire, bah, attendez, qu'est-ce qui se passe là? J'achète un boîtier, c'est pas, et finalement, en allant dedans, bah, c'était encore mieux qu'avant, quoi. C'était Mhm. vraiment mieux qu'avant. Et avec le R3, je pense que le R3, du fait que c'est un boîtier pro monobloc un peu comme les autres, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des réglages, je pense qu'il y avait déjà des réglages de fait déjà. Donc quand je l'ai pris en main, j'ai fait allez, 4-5 réglages et le truc, Et c'était boum. et boum, quoi. Mhm. Voilà. Bon, évidemment, hein, le R3, c'est un peu le Graal, hein, pour tout amateur de photos de sport. Tout le monde ne peut pas s'offrir un appareil comme ça. Puis on n'est pas obligé non plus d'aller systématiquement chez Canon. Benjamin, peut-être, est-ce que tu aurais quelques petites recommandations de boîtiers plutôt bien nés pour cette pratique-là, un petit peu plus abordables, des alternatives? Il y en a plein, hein. Bah ouais. On va pas faire un guide d'achat, mais chez Canon, on peut citer le R7, on en a parlé tout à l'heure, qui est au format APS-C, qui sera beaucoup plus accessible, hein, sous la barre des 2000 euros. Ouais. Faut pas oublier le micro 4 tiers quand on parle de petits capteurs Et avec là, des guillemets. le crop, Hein. c'est 2 fois là. Et là, on multiplie par 2, mais un Lumix G9 qui commence à dater un petit peu fera encore l'affaire, ou l'OM1 chez OM System, c'est des super outils. Chez Fuji, il y a le X-T5 qui est sorti il n'y a pas longtemps. 40 millions de pixels, c'est beaucoup, mais il photographie très vite et longtemps. C'est un vrai que super boîtier. Fuji n'est pas spécialement réputé pour être spécialisé dans la photo d'action, quoi. Non, mais à tort. Et même plutôt que le X-T5, moi j'irais sur le X-H2S, qui est Ouais. un formidable outil, peut-être le meilleur APS-C à l'heure actuelle en termes de photo d'action. Et puis, bon, évidemment, après, parmi les hybrides plein format, on trouve le R6 Mark II chez Canon, très très polyvalent. Bel outil aussi, mais pas monobloc. Le Sony A7 IV, le Nikon Z6 II, le Lumix S5 Mark II, et puis au rayon des pros, Ah, au rayon des pros, on a cité le R3, il faut citer le Z9, évidemment. qui fait l'impasse sur l'obturateur mécanique, et ça c'est assez unique sur le marché. Et le 1 Le Sony Alpha 1, évidemment, et ses 50 millions de pixels, qui va très vite aussi. Et l'Alpha 9 II, qui est un petit peu plus polyvalent, qui sera plutôt le concurrent direct du R3 avec une définition de 24 millions. Mais là aussi, il ne s'agit pas d'un monobloc. Et ça, c'est un critère que beaucoup de pros considèrent avec beaucoup d'attention. Bon, voilà pour les boîtiers. On va parler un peu d'optique, hein, évidemment, maintenant. On est obligé. David, c'est quoi la focale, ou peut-être même la plage de focale idéale pour être à l'aise, polyvalent en sport? Alors, quel sport? Dans mon sport à moi, naturellement, bah, ça va du 100 au 500. Voilà, on dirait. Ok. Voilà. Et justement, chez Canon, ils ont sorti. Ça tombe bien, oui. Voilà, exactement. Ils ont un 100-500 qui est vraiment qui est léger. Alors, l'ouverture, elle a un petit peu un limite. C'est ce qui est normal. C'est un Hein. sujet, ça, l'ouverture en photo de sport, parce qu'on se dit, on est dehors, Ah. il fait beau. Non, On peut éventuellement pousser les ISO au besoin. Non? Ouais, Bah, il ferme quand même à 7,1 à 500 mm. Non, mais sans forcément aller dans pas- ces ouvertures-là, mais se dire forcément qu'on a envie. Alors évidemment, on rêve tous d'avoir un super beau télé à 2.8, quoi, mais. Bah, 24 heures du Mans de nuit, c'est un peu- Non, mais c'est primordial l'ouverture. Ok. C'est primordial. Alors, ça dépend ce quand vous faites. Moi, je fais de l'extérieur ou je fais de l'intérieur. Donc, un 100-500 en intérieur à Bercy, par exemple. Je dis Bercy, ça va être un peu compliqué. Par contre, je vais utiliser plutôt un 70-200. Parce que Ok. déjà, je vais être plus près. Et puis ok. tu vas chercher le 2.8 Et, constant. et puis le 2.8 constant et voilà, c'est ça. Alors après, effectivement, aujourd'hui, la chance qu'il y a, c'est que les ISO, ça, c'est comme votre On les pousse. Hein.
les pousse à fond. Et Tu puis, les pousses jusqu'où, toi, d'ailleurs, les ISO? ah, mais je peux aller jusqu'à 6000, 6004, je peux largement, hein. Alors, en intérieur, hein, naturellement, hein, mais en extérieur. Par contre, en extérieur, je vais utiliser, même quand il fait très très beau, 400. Ah oui, de toute façon, t'as pas besoin 400. d'aller au-delà, quoi. Oui, 400, mais je pourrais faire du 100 par exemple. Mais Ah oui, à partir de là, non, non, je fais du 400. Après, c'est toujours pareil. Il y a la photo d'action sur le circuit, mais après, il y a les photos dans le stand. Et dans le stand, bah, il y a moins de lumière. À partir de là, voilà, je dirais, mais bon, bah, ma focale, c'est le 600 couvre à 4, hein, naturellement. Après, on va sur du 200, 70-200, et après du grand angle. Mais par contre, sur une épreuve où j'ai pas besoin d'aller, je veux que voilà, j'ai un petit week-end où j'ai pas beaucoup d'impératifs, je peux utiliser le 100-500, effectivement. Je regarde la météo et à partir de là, j'ai pas trop d'impératifs. Mais l'ouverture sur un 600 couvre à 4, c'est, voilà, vous montez en vitesse et vous avez une profondeur de champ qui est limitée. Et justement, vous pouvez faire sortir le sujet avec la profondeur de champ. Pour le portrait, tu n'utilises pas des optiques à grande ouverture. Il y a notamment un 85-1.2 C'est en gamme RF qui est il est extraordinaire. extraordinaire. Alors je l'utilise aussi justement pour faire du portrait, pour faire des trucs un peu plus, je dirais, un peu plus close-up avec les pilotes. Voilà, je prends mon temps et effectivement, je joue là-dessus. Mais Il n'est pas alors, léger, hein, il est, alors, précisons-le. il est pas léger, mais pour l'utiliser de temps en temps, voilà, Je pense que cette optique, elle fait partie des rares objets où on fait le poids, c'est pas le sujet. C'est tellement beau, c'est tellement exceptionnel. Oui, mais le poids dans un avion, ça coûte cher. Le poids, le prix restent des sujets quand même. Après, franchement, quand tu vois à la fin les résultats, je suis d'accord que bon, Non, mais ça c'est peut sûr valoir le coup. c'est sûr que là, le 80, le 85, je vais l'utiliser aux 24 heures du Mans. Pourquoi? Bah, tout simplement, je vais en voiture. Donc, voilà, je peux prendre plus d'optique. Je vais prendre un studio, un studio photo que je vais installer sur place. Et après, voilà, c'est pas une optique que je vais utiliser tout le temps. Un studio photo, pardon, je t'interromps. Qu'est-ce que tu entends par là? Tu prends des flashs aussi? Oui, tout à fait. Parce Ah que oui. bon, en tant que photographe officiel du championnat, bah là, c'est la première épreuve aux 24 heures du Mans. Donc, à partir de là, Les portraits officiels, les j'ai les machins, les trucs. exactement, tous les Ah, pilotes, j'ai tout le protocole. voilà, le protocole qui va se faire, bien en amont, de la façon la course en elle-même commence le samedi, du samedi au dimanche, mais l'amont, ça commence dès lundi, hein. Dès lundi, je vais être sur le circuit, je vais commencer les mardi, mercredi, je vais commencer les portraits officiels. À partir de là, il va y avoir toutes les motos aussi à photographier. Donc, là, il y a 2 studios qui vont être installés, dans le paddock. Et durant les contrôles techniques, par exemple, bah, les motos vont passer une par une et pour alimenter le site, voilà, tout simplement. Bon. Alors, pour faire quelques petites recommandations de produits, alors sans forcément aller sur ce magnifique 600 mm que tu as évoqué, mais dans des budgets un peu plus raisonnables et pour rester dans cette plage de focale, hein, comme tu l'as expliqué, du 100 au 500 mm. Alors voilà, chez Canon, il y a ce fameux 100-500 mm, f4.5.6.7, il y a un 100-400 mm, f5.6.8, et il y a, je trouve, un assez intéressant 24-240 mm, f4.6.3, toutes ces optiques étant évidemment stabilisées et équipées d'une motorisation USM. Chez Nikon, on va trouver un 100-400 mm et un 24-200 mm. Chez Sony, le 200-600 mm, on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, un 100-400 mm G-Master magnifique. Et puis, on va avoir des choses évidemment aussi en monture E chez Sigma, un 100-400, un 150-600, un 60-600 mm. Chez Tamron, un 150-500 mm ou même un 50-400 mm. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choix et de possibilités. Et puis, bon, si on travaille en micro 4 tiers, il y a des choses aussi, hein. Il y a un Lumix Leica DG Vario 100-400 mm qui est superbe, un M-Zuico 40-150 mm et un M-Zuico 100-400 mm. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choix, peu importe les montures, peu importe les marques, pour voilà, s'offrir une optique entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, raisonnable, accessible et commencer à se faire plaisir en sport. Oui, puis n'oublions pas Fuji. On les a N'oublions cités pas tout à Fuji. l'heure. Vas-y. Ils ont un 150-600, donc qu'on peut multiplier par 1,5, ce qui Ouais. est assez génial en APS-C. Bon. Alors maintenant qu'on est briefé et équipé, on va rentrer dans le concret et la technique. David, en photo de sport, donc les choses vont souvent très vite et c'est pas toujours évident de réussir à cadrer juste et de réussir sa mise au point.
Donne-nous un peu ta Secret recette secrète, les principaux réglages de ton boîtier, que ce soit au niveau de l'autofocus, de l'exposition, de la rafale, pour faire gagner du temps à nos auditeurs qui voudraient se lancer là-dedans et s'éviter de la frustration, de la déception. Ah là, ils vont en avoir beaucoup. Non, je rigole. Je rigole. Non, non, déjà priorité vitesse. Donc ça, Ça paraît logique. c'est la logique, la logique. À partir de là, je dirais que Mais quelle vitesse? Quelle vitesse? ça dépend l'angle, ça dépend l'effet qu'on a envie de demander, de donner. Alors je dirais que par rapport aux anciens boîtiers, avec l'hybride, pour avoir le même résultat, on est obligé de monter un peu plus en vitesse. C'est mon constat. Déjà Ah ouais. déjà qu'entre l'argentique et le numérique, il y a eu un gros gap, hein. Grosso modo, pour faire un petit peu je dirais de rappel, c'est qu'en argentique, sur une diapo, on pouvait figer une moto en action, je dirais figer, vraiment figer. Allez, au 500e, on arrivait à la figer, OK? Aujourd'hui, alors est-ce que c'est la technique qui fait ça? Est-ce que c'est la stabilisation intégrée qui joue? Alors, je parle peut-être? pas non, je parle pas de stabilisation parce que moi, j'utilise pas la stabilisation. Ah, tu la désactives? Alors, j'ai désactive, ce qui est pas alors oui et non, oui et non, oui et non. Parce que moi voilà, c'est que je viens de l'argentique. Donc à partir de là, Oh, t'es un puriste. T'es un puriste. non, je suis pas un puriste, non, je veux pas dire non, déjà, voilà, il y a un certain âge déjà, donc non, puriste, non, je dirais pas ça, mais c'est vrai qu'on a des habitudes. J'ai travaillé pendant 10 ans en argentique, donc ces habitudes-là, on a du mal à les perdre et j'ai été obligé en partie de les perdre avec déjà le numérique déjà. Donc ce que je faisais au 500e, je pouvais pas faire la même chose avec le digital, c'était pas possible. OK? Donc j'étais obligé de monter. Alors, j'ai doublé, à chaque fois je doublais. Donc ce que je faisais avec le 500e, je faisais au millième. Et là, je pense avec l'hybride, on est repassé au-dessus. Alors, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. On dirait, voilà, moi je fais des photos au 2 millième pour vraiment bien figer l'action. C'est pas, c'est-à-dire que à une époque, travailler au 2 millième, c'était, voilà, on voulait être sûr d'avoir la photo nette et justement d'avoir une chose un peu qui est un peu, qu'on voit un peu l'action. Non, simplement avoir les roues figées, par exemple. Quand vous faites une moto Ouais, on avec peut avoir la moto nette, mais les roues floues. et roues floues, exactement. Ça, c'est la vitesse, tout simplement, hein. Ouais. Donc, plus vous baissez, alors il faut trouver le bon compromis entre la vitesse un peu haute et puis pas avoir comment on appelle ça, les roues nettes, quoi, par On exemple. va faire des essais. Voilà, C'est comme les pales des hélices sur les hélicos, Un ce genre de choses. 500e, un millième, un 2 C'est millième. exactement quoi. ça. Alors en plus, encore, quand vous êtes une moto, quand l'amateur, je veux dire, quand voilà, un amateur averti a envie de photographier son copain sur une moto, par exemple, il va monter en vitesse en disant, là, comme ça, je suis sûr d'avoir la moto nette. Par contre, il y a des striures sur un pneu. Ils vont être nets aussi. Ouais. Donc à partir de là, il va dire, il faut trouver le bon compromis. Faut trouver le compromis. Mais par contre, juste pour exemple, effectivement, entre, je dirais, l'hybride, entre voilà, l'hybride, faut quand même monter un petit peu en vitesse. Et à partir de là, suivant l'angle, vous jugez. Et en plus, on peut regarder dans le boîtier, donc c'est encore mieux, hein. Ok. Donc, un 500e, un millième en mode priorité à la vitesse. Oui, Tu tout l'as à dit fait. tout à l'heure, à Mm. peu près 400 ISO en C'est ça. extérieur plein jour. Mm. Donc, du coup, ta variable d'ajustement, c'est l'ouverture qui est gérée par le boîtier. La rafale maintenant, parce qu'on voilà, hein, il existe maintenant des appareils, même pas forcément professionnels, qui ont des cadences d'acquisition en rafale jusqu'à, je crois, 60 images par seconde, si je dis pas de bêtises. Benjamin, on l'a déjà dit assez micro. En rafale, on se met au max ou je sais pas, on se met à 10 ou on se met à 15 Comment on fait? Dans une semaine, la semaine prochaine, je vais faire 35 000 photos. Donc, je vais pas me mettre au max. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Je vais pas me mettre au max parce que déjà, alors moi, je vais utiliser. Alors ça va. La condition où je vais me mettre au max, c'est un départ. Ok. Un départ parce qu'il peut y avoir une chute.
Il peut y avoir un fait de course qui va faire que je vais vouloir avoir l'action de A à Z. Effectivement, après, je vais quand même réduire parce que tout simplement, parce que c'est bien de faire des. Alors, c'est très bien, hein, la cadence moteur, c'est extraordinaire. Ce que produit les marques d'appareils photo, c'est juste hallucinant. Maintenant, faut savoir qu'il faut trier derrière. Et plus vous faites de photos, et plus c'est long. Et voilà. Donc, moi, je me mets pas au maximum. Je fais de la rafale, hein, qu'on soit bien d'accord. Je fais de la rafale parce qu'il faut quand même capter une émotion, et puis des fois, avant le virage, il n'y a pas. Pendant le virage, il y a, et après, il n'y a pas. Donc, faut quand même utiliser une certaine rafale, mais pas le maximum. Je ne vais pas utiliser le maximum. Oui, puis il faut être très vigilant sur un aspect, c'est qu'on parle de ces rafales superlatives maximales qu'on obtient en obturation électronique. Oui. Donc là, c'est un point un petit peu technique, mais qui peut engendrer des déformations sur l'image, notamment sur des sujets aussi rapides que des motos, notamment si on est en position latérale par rapport au sujet qui va se déplacer et qu'on balaye. Pour faire un filet, on en parlera plus tard. Là, il faut faire très attention parce qu'on peut avoir des déformations qui, du coup, seront rédhibitoires, qu'on ne pourra pas corriger. Ce qu'on appelle le rolling shutter. Et puis, il y a des notions de buffer, de taille de carte mémoire qui rentrent en compte mécaniquement aussi. Hein. Complètement. Et ça, c'est vrai que sur les on n'a pas les mêmes performances en RAW plus JPEG qu'en JPEG qu'en RAW, que machin, enfin sur la durée. Quoi. Et selon le type de carte dont on dispose. C'est pour ça que tout à l'heure, d'ailleurs, je parlais plutôt du X-H2S en photo d'action que du X-T5 chez Fuji, parce que le X-H2S a un compartiment pour les CF Express type B, qui sont des cartes bien plus endurantes et rapides, et qui permettent d'avoir une mémoire tampon plus large, tout simplement. Excusez-moi, mais c'est vraiment primordial, ça, hein, d'avoir une carte, effectivement, la mémoire tampon. Moi, je l'ai subi au début, je l'ai subi parce qu'avec l'hybride, j'ai acheté, comme tout le monde, quand on voit le prix des cartes, ça refroidit ça refroidit un peu, effectivement. On est à 200, 300, 400 euros des 256. Alors peut-être que ça a peut-être baissé, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et surtout, ne pas acheter des cartes qui sont, alors après, il y a des fois 10, des fois 14, des fois 1000. Je sais pas. Moi, je suis les conseils du fabricant Canon qui dit faut acheter cette carte, justement parce que sinon, il y a un blocage, quoi. Il y a un blocage, et ça m'est arrivé, au début, ça m'est arrivé fréquemment d'avoir un blocage. Rien de plus frustrant que d'être bloqué au milieu d'une action. C'est pas frustrant, ça peut, dans mon cas, ça... Oui, c'est un problème, quoi. C'est clairement. J'ai un problème de boîtier, parce que j'ai pris le boîtier, je l'ai mis contre le mur. Donc c'est réglé l'histoire. Donc voilà. Je l'ai pris le boîtier, je l'ai mis contre le mur. Voilà. Donc le lendemain, j'ai été racheter un autre. Tout simplement parce que vous êtes. C'est pas ça, c'est que vous avez. Légèrement nerveux, David. Un petit peu. Surtout. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que vous êtes dans une conférence de presse, il y a une remise de médaille. Et tu manques la photo, et du coup, tu n'as pas fait ton travail. On fait comment? Voilà, tout simplement. Bon, maintenant, le sujet le plus délicat en réglage boîtier sur de la photo de sport, l'autofocus. David, on t'écoute. L'autofocus, il va être très simple. J'utilise l'autofocus. Je crois que tu allais nous dire que tu restais en mise au point manuel. On a prévu 25 minutes sur l'autofocus quand même. Alors, non, l'autofocus, c'est maintenant sur les nouveaux boîtiers, c'est extraordinaire. Alors, sur le R3, il y a un stabilisateur à l'intérieur que j'utilise. Celui-là, tu ne le désactives pas. Alors, je ne désactive pas. C'est celui de l'optique, alors. C'est l'optique. Je n'utilise pas du tout le stabilisateur d'optique. Je travaille à 80% en autofocus, mais je travaille aussi en manuel. Parce que... C'est un puriste. Non, j'utilise parce que c'est toujours pareil. Par exemple, sur de la longue focale, sur les circuits, vous avez des brumes de chaleur. Okay. La brume de chaleur, ça foire la F, quoi. Ça foire la F. Ça foire pas vraiment, mais il n'y a pas le piqué qu'on peut avoir. Et vous travaillez en manuel, ça n'a rien à voir. Alors, en plus, pour le tri des photos, c'est encore plus facile parce que là, vous faites un point vous faites votre point où vous voulez faire le point, tout simplement. Et là, vous avez du flou, net et flou. Donc là, pour le tri, c'est encore plus facile. Maintenant, c'est sûr que s'il y a une action
peut-être une possibilité de chute ou un truc comme ça, on va pas utiliser le manuel, c'est évident parce qu'on veut avoir l'action sur toute la section. Mais l'autofocus, je dirais que en plus avec l'hybride, bah, on se balade partout, hein, on se balade je dirais au coin du feu, non, c'est pas au coin du feu, mais au coin à droite, au coin à gauche, on va partout quoi dans le capteur. Donc ça c'est extraordinaire. Mais voilà, je vais utiliser l'autofocus, en permanence. Maintenant, pas le stabilisateur je dirais De l'optique. de l'optique. Mais sur la mise au point manuelle, tu t'y prends comment concrètement? Tu te sers de la loupe? Tu fais confiance à ce qu'on appelle le focus picking, ces espèces de liserés de couleurs qui apparaissent dans le viseur qui te permettent de visualiser la zone de netteté? Comment tu fais? Bah, comme Il a un mètre. Il va Non, j'ai jusque pas- là où alors- ça passe. Alors, il y a deux fonctions. C'est soit je me mets en one shot, c'est-à-dire Ouais. que je vais faire le point et je vais rester légèrement appuyé pour garder le point, Ouais. sachant que la moto va arriver 3 secondes ou 4 secondes avant, ou bref, peu importe. Ouais, compris. Voilà. Ou soit je vais carrément me faire le point et désactiver l'autofocus, tout simplement. Voilà. Bon. Et ces technologies quand même de détection, reconnaissance et suivi de sujets qui sont arrivés, hein, évidemment, avec les hybrides et qui sont présentes sur le R3. J'imagine que tu as quand même un peu testé ces technologies-là. Ça marche bien? C'est efficace? C'est efficace. C'est efficace dans les stands, c'est vraiment très très efficace, surtout au grand angle, Ouais. où vous avez un pilote qui est assis et puis d'un seul coup il va voir son mécano, donc voilà, ça suit, mais ça suit, c'est extraordinaire. Maintenant, je vais pas l'utiliser moi pour l'action. Ok. Je vais pas l'utiliser par l'action parce que encore une fois, je viens de l'ancien monde, donc à partir de là, j'ai déjà toutes les bases. Et puis c'est que il y a quand même ça suit, hein, il n'y a aucun problème, ça suit. Maintenant, moi, je veux vraiment, il y a une certaine sécurité que l'autofocus, il se barre pas dans le champ à côté, quoi. Voilà, surtout dans les grands. Tu n'as pas le droit à l'erreur. toi, J'ai pas le droit. ça. Et il m'est arrivé un exemple au Grand Prix de France il y a 4 ans. Alors, c'était pas un hybride naturellement, mais voilà, il y a une chute, un high side, on appelle ça high side, c'est-à-dire que voilà, à la sortie d'un virage, le pilote monte en l'air est catapulté de la moto. J'avais le focus sur la moto, donc au début, parfait, nickel. Sauf qu'à un moment, le pilote, il est monté, il a été éjecté de la moto. L'autofocus, il est resté au milieu, entre la moto et le pilote. Donc, il est parti dans l'herbe, parce qu'il a quand même une réactivité d'autofocus qui est assez extraordinaire. Et je dirais, la photo la plus intéressante, elle était floue, quoi. Ah oui, alors que si tu avais utilisé les réglages prédéfinis, par exemple les cases AF dans le menu, ou la reconnaissance Peut-être. de véhicules, par exemple la moto, effectivement, il aurait peut-être identifié, il aurait fait la mise au point sur le casque, probablement. Exactement. Mais le souci qu'il y a aussi, c'est qu'en fin de compte, à un moment, et ça, je m'en suis aperçu justement pour rentrer dans la définition du boîtier, dans les réglages, c'est que il y a beaucoup de choses c'est-à-dire qu'il y a la plage, elle est tellement énorme de réglages, de tout ce qu'on peut imaginer. C'est que faut passer d'un réglage à l'autre. Et ça, je le vois par exemple pour le flash, par exemple. Alors, peut-être que c'est peut-être pas le moment. Les petits encarts flash. Voilà, petit Ouais, c'est encart flash. intéressant. Parce que moi, je travaille en électronique, en Ouais. vidéo électronique. Et avec le flash, comment on fait? Donc, il faut repasser en manuel. Il faut repasser en mécanique, pas en manuel, mais en mécanique. mécanique. Donc ça c'est encore des choses. Et quand on est dans le speed, quand on est dans le speed, alors des fois j'ai naturellement plusieurs boîtiers, hein, qu'on soit bien d'accord. J'utilise pas un boîtier où je mets des optiques. Donc j'ai une panel d'optiques qui a sur chacun des boîtiers. Et justement, il y a des réglages différents suivant les boîtiers. Mais dans le mode d'emploi du R3, tu pourras voir que tu peux personnaliser plusieurs configurations. Mais Et tu pourras passer rapidement de l'une à l'autre. Non, Bien mais sûr. par contre, on comprend que tu as une utilisation entre guillemets à l'ancienne. C'est juste que tu as des habitudes et tu les retrouves sur le R3, mais tu te sers quand même du mode iServo. On parle de réglage AF, on est d'accord. Mais bien sûr. Là, c'est 80. L'équivalent chez les concurrents, c'est AFC. Hein, autofocus continu. Peut-être. Oh, je connais pas. Mais iServo chez Canon. Mais voilà, donc, non, mais bien sûr, l'autofocus, je l'utilise à 80, je dirais 90%. Faut pas, c'est obligatoire. Maintenant, c'est vrai que si on veut vraiment, je dirais, peaufiner les réglages, le manuel, c'est bien. Alors, exemple, hein, sur le 85 mm, alors par contre, j'utilise que le manuel.
Bon, on commence à s'approcher de la fin, mais il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, hein, parce que s'il y a bien un effet en photo de sport qui fait rêver, c'est celui du filet. Mais obtenir une bonne photo d'action avec un filet réussi, bah, c'est pas super simple. C'est pas super simple à faire. On vous propose d'écouter le témoignage de Francis Bompard, photographe sportif et animalier spécialisé dans les compétitions de ski, nous donner sa recette miracle pour un filet parfait. Et David, on écoutera la tienne juste après. Alors, pour donner de la puissance à une photo, on a plusieurs solutions. On a soit une photo de face avec un gros télé, comme j'expliquais, qui est très séparé, etc. Soit on a ces photos de profil où il faut descendre notre vitesse d'obturation pour pouvoir avoir justement un effet de vitesse, un effet de mouvement qui n'existe qu'avec des vitesses d'obturation qui sont très lentes. Donc, se placer de profil par rapport au sujet, bien entendu, parce que c'est un des seuls moyens de lui donner de la vitesse. De face, on n'arrivera pas du tout à avoir cet effet-là. Ensuite, descendre notre vitesse d'obturation. Donc, il faut arriver sur des vitesses. Tout dépend de la distance du sujet. Si le sujet est très loin, on a besoin d'une vitesse d'obturation qui peut être un peu plus lente. Si le sujet est très près, il faudra quand même une vitesse d'obturation que j'appelle un peu plus élevée, c'est-à-dire qu'on est à partir du 125e jusqu'au 60, 40, 30 en fonction de l'effet qu'on veut donner à la photo. Après, il va y avoir un problème de stabilisation. Il va falloir trouver quelque chose pour stabiliser notre prise de vue. Donc, en fait, il faut vraiment aller à la même vitesse que le sujet quand on le prend en photo, de façon à ce que notre point et la mise au point soient vraiment sur le sujet, qu'on soit à la même vitesse que lui. Et donc, avec une vitesse lente, on va donner cet effet de filet, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce flou directionnel qui va donner de l'ampleur à la photo et qui va lui permettre d'exprimer le mouvement, en gros. Bon, le filet, hein, c'est de l'artisanat, c'est un tour de main, hein. David, toi, tu y arrives du premier coup à chaque fois? Ah non, pas du tout. Non, non, mais après, il y a beaucoup de déchets, hein. Et je vais rejoindre ce que l'autre photographe a dit, hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire que voilà, c'est une alchimie entre le sujet photographié, la distance. Maintenant, c'est toujours pareil. Grâce à l'hybride, on peut voir le résultat direct, ce qui n'était pas le cas avec l'argentique. Maintenant, voilà, on t'attend, on va partir à partir d'une base de 125e, 60e, ok. Et suivant la rapidité, voilà, je dirais, faut juger. Maintenant, dans le ski, moi, je n'ai jamais fait de photo de ski. Par contre, dans la moto, le problématique qu'il y a, c'est les vibrations. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez alors un skieur alors, je pense que le skieur aussi, quand il a les skis sur la neige, il y a des vibrations aussi, hein. Donc, il y a des vibrations, je dirais, latéralement, mais aussi dans le sens de voilà, La verticale. vertical, quoi. Donc, et en moto, ça joue vachement. Donc, à partir de là, on essaye de voilà de on va commencer avec une certaine vitesse. Alors, pareil, ils vont passer plusieurs fois devant nous. En ski, c'est peut-être pas le cas, mais donc faut peut-être moins assurer une photo avec une vitesse, avoir cet effet-là, mais avec une vitesse un petit peu plus élevée. Voilà, quitte à retravailler un petit peu l'image. Par contre, en moto, ouais, ils vont passer plusieurs fois devant nous, donc voilà, on va faire un tour au 60e, on va descendre peut-être au 30e. Alors après, au 30e, ça commence à devenir, là, c'est devenu, Ouais, c'est un problème de photographe après. ah oui, voilà, c'est ça, c'est exactement, c'est la prise en main, et suivant aussi l'optique, hein. L'optique, elle joue beaucoup là-dessus, hein. Mais voilà, c'est vraiment, c'est une alchimie entre tout. Maintenant, on peut assurer des filets avec du 250e, hein, aussi, hein, voilà. Puis il y a aussi ce qui est très très important, c'est le fond. Ah ben Le voilà, fond. c'était la question que je voulais. Parce qu'il faut qu'il se détache. Il faut le que ça se filet. détache du Exactement. fond et puis il faut que le fond soit photogénique aussi. Moins dans les Exactement. couleurs, quoi. Voilà, exactement. Par contre, souvent sur les circuits, vous avez des pubs, vous avez des trucs comme ça qui sont vraiment
c'est pas joli, hein. Bah, Ouais. justement, le filet sert à les masquer du coup. Bah Donc, oui. rendre un fond qui est pas photogénique, le Tout à fait. rendre exploitable en fait. Tout à fait. Maintenant, c'est compliqué parce que c'est quand même, vous avez des fonds qui sont vraiment omniprésents avec des couleurs qui pètent. Donc, les masquer, ça va être très très compliqué, hein. Voilà, c'est plutôt du Photoshop là, hein. Mais effectivement, après, voilà, toujours l'exemple du ski. Moi, voilà, je regarde le ski à la télévision. Il y a des arbres, il y a des choses comme ça. Donc, à partir de là, il y a il y a une certaine matière qu'il y a en fond qui va avec des couleurs, qui va accentuer l'effet. Il va vraiment accentuer l'effet. Donc, ça c'est bien aussi. Ça, faut jouer aussi là-dessus, quoi. Parce qu'il peut y avoir une vitesse un peu plus élevée qui est pas généralement considérée comme une vitesse pour faire ce genre d'effet-là. Maintenant, avec le fond, ça peut jouer aussi là-dessus. Bon, allez, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, David, d'avoir partagé tant de choses avec nous.